La vie est parfois injuste. Mes grands-parents ont eu 10 enfants. La dernière de la fratrie, filleule de ma mère, était finalement comme ma sœur. On passait énormément de temps ensemble, on était très complices. Puis un jour, je l'ai vue se taire. Je l'ai vue triste. Je l'ai vue fatiguée. Je comprenais pas. Pourquoi on passait plus du temps ensemble comme avant? Pourquoi elle s'occupait d'elle? Ma mère, infirmière, m'explique. Ta tante a un cancer. Oui, un cancer, ça se soigne. J'ai alors 13 ans. Pour moi, ça soigne, les médecins vont s'en occuper. Et puis elle s'en remettra, c'est comme une maladie normale. Voilà. Non, non, c'est pas très bon. Il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Non, ils ont menti. Ils s'occuperont d'elle. Et puis d'ailleurs, j'avais raison parce que finalement, les semaines passent, les mois passent. Je la vois retrouver le sourire. Je la vois radieuse. Elle reprend le travail. Et puis un jour, elle a alors 37 ans. Elle disparaît. Ma mère m'explique que ma tante a besoin de repos. Comment ça, elle a besoin de repos? Pourquoi? Faut qu'elle passe du temps avec moi. Un adolescent de 16 ans qui a besoin de sa sœur. J'ai besoin d'elle. Pourquoi tout le monde s'occupe d'elle et pas de moi? Un soir, pris de remords, je demande à ma mère de m'amener la voir. Bien sûr, je t'amènerai la voir demain, après le lycée. Le lendemain, je m'habille, je vais au lycée. Je rentre à midi, chez mes grands-parents, comme d'habitude, pour déjeuner. La famille est réunie. Ma mère, censée être au travail, est là, le teint pâle. Je dis rien, je m'assieds à table. Elle s'assied face à moi. Tu as compris? Bien sûr que j'avais compris. Sans un mot, je prends mes affaires, je repars au lycée. J'ai jamais pu lui dire au revoir. Je sais pas ce qui m'énervait le plus. Est-ce que j'étais fâché contre ma tante d'être partie? Contre la vie de me l'avoir enlevée? Contre ma mère de ne pas m'avoir amené à l'hôpital? Ou contre moi? De ne pas avoir fait ce qu'il fallait? Une chose est sûre. Plus tard, je me battrai contre cette foutue maladie. 20 ans après, me voilà face à vous. Chercheur en sciences humaines et sociales à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Alors j'ai fait des études de psycho-oncologie, une thèse de psycho-oncologie, un post-doctorat de santé publique. Et pendant tout ce parcours, j'ai compris que parler de soi, être égoïste, c'est parfois une façon de cacher sa détresse. J'ai compris aussi que ces blocages, c'est ce qu'on appelle souvent des inerties. C'est ce qui nous empêche de nous adapter. Et pourtant, lorsqu'on a des blocages, on nous demande de nous adapter. Alors, on nous demande plus d'être résilient. La résilience, faut pas la confondre avec la résistance. Imaginez un arbre, grand, beau, avec de belles branches. Vous posez un poids sur l'une de ces branches, elle va soutenir ce poids. Plus vous allez augmenter ce poids, plus la branche va flancher, puis à un moment donné, elle va casser. Le retour en arrière n'est plus possible. A contrario, la résilience, alors je suis martiniquais, donc je vais vous faire voyager un petit peu. Chez nous, on a un arbre qui s'appelle le filao, de la famille des pins.
Il a des branches qui sont assez lâches. Et finalement, lorsqu'on lui pose un poids sur ces branches, elles vont courber, courber, courber. Juste au moment où il ne pourra plus supporter ce poids, il va s'en délester, reprendre sa place et se déployer. C'est pour moi la meilleure image de la résilience. Alors, justement, pendant tout mon parcours, je me suis particulièrement intéressé à la vie, au retour au travail, après le diagnostic d'un cancer. Je vous ai porté ce petit objet. On a tous toujours essayé de résoudre ce type d'énigme. Pourquoi? Parce qu'il faut résoudre déjà la problématique de chaque face, les coordonner entre elles, les aligner pour essayer d'avoir la solution la plus soutenable possible. Alors, lorsqu'on essaye d'accompagner les patients, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres inerties. Des difficultés physiques, fatigue, qui peut durer dans le temps, qui est variable, comparativement à ce qu'on pense, qui peut durer jusqu'à des années après le diagnostic. Mais aussi des difficultés cognitives. On oublie parfois ce que l'on dit, on perd le fil de la discussion. Des difficultés émotionnelles. Pour certains patients, des douleurs, plus ou moins supportables. Et puis, la grande majorité des patients, finalement, reviennent autrement eux-mêmes. Ils changent leur philosophie de vie. Ils voient les choses autrement. Les relations aux autres ne sont plus les mêmes. Tous ces changements, ce handicap invisible, cette nouvelle façon de voir la vie et de concevoir le travail, peuvent créer parfois des difficultés auprès des collègues, des managers qui ne comprennent pas. Tiens, elle n'est plus la même. Pourquoi elle dit qu'elle est capable alors qu'elle ne fait pas? Pourtant, les managers, eux, ont vraiment cette volonté d'aider. Mais ils ont aussi leur propre inertie. Ce n'est pas leur métier de s'occuper d'un collaborateur malade. Leur métier, c'est d'assurer que l'équipe se porte bien, qu'il y a de la productivité et de savoir que tout se passe bien. Il va falloir pouvoir les accompagner. Alors généralement, managers et patients se retournent vers les médecins du travail, oncologues, généralistes, chacun sa spécialité, avec finalement cette difficulté à se coordonner entre eux. À l'Institut de cancérologie de l'Ouest, nous avons mis en place une nouvelle fonction, un coordinateur hospitalier de retour au travail. L'objet, l'idée, c'est de pouvoir offrir un accompagnement sur mesure aux patients, de pouvoir les accompagner pendant tout leur parcours de soins, mais aussi leur parcours de vie, et notamment de vie professionnelle. On va aussi accompagner les managers, les former, coordonner les professionnels de santé au travail, les professionnels de soins de réhabilitation, pour que le parcours des patients soit le plus fluide possible. Et puis on espère pouvoir faire avancer les textes, contribuer aux lois relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors avec tout ça, ce grand challenge, on a une utopie, c'est finalement de passer de ça à ça. Vous pensiez vraiment que j'allais le résoudre face à vous? Ben non, j'en suis incapable, pour être honnête. Mais en même temps, ce serait vous mentir de le résoudre face à vous, parce que ça voudrait dire qu'il existe un seul algorithme, alors que chaque patient, chaque manager, chaque situation est unique. Il y a autant d'algorithmes à trouver que de situations et de difficultés de retour au travail après le diagnostic d'un cancer. Et je dois vous avouer quelque chose, même moi, j'ai toujours pas trouvé mon propre algorithme. On dit de moi que je suis quelqu'un qui prend de la place, quelqu'un sûr de lui, quelqu'un qui sait où il va, c'est ce qu'il veut, quelqu'un qui a de très grandes exigences envers les autres, mais surtout envers lui. Quand on fait tomber tous ces remparts,
Quand on retire les artifices, il reste juste cet ado de 16 ans qui pleure encore la mort de sa tante, qui hurle à l'abandon et qui a encore du mal à trouver le pardon. Alors, finalement, j'ai envie de vous dire que la vie n'est pas si injuste que ça. Parce que moi, ça fait 20 ans que je résiste. Et la vie a mis sur mon chemin des personnes, des amis, ma famille, des collègues, des mentors à l'université, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, partout où je suis passé, des patients, des managers, qui à chaque fois que j'ai mis un genou au sol, m'ont permis de me relever sans casser. À toutes ces personnes, j'aimerais dire merci. Merci de m'avoir permis d'apprendre de moi, de mon parcours. Merci de m'avoir permis d'apprendre de vous. Merci de m'avoir permis d'apprendre pour comprendre. Comprendre pour être le meilleur. Comprendre pour fournir un meilleur accompagnement aux patients et aux managers. Comprendre que face à la maladie, que l'on soit patient, aidant, manager, soignant ou même chercheur, chacun fait comme il peut. Prendre le temps d'apprendre et de comprendre, là commence le temps de la résilience. Merci.